L'aube était froide. Nous chevauchions entre les falaises, grelottant parfois lorsque nous quittions le côté ensoleillé de la piste. Il n'y avait pas un chant d'oiseau, pas un bruit, comme si le monde entier avait été pris dans la glace. L'hiver était venu en une seule nuit. À l'heure du départ, nous n'avions trouvé personne pour nous souhaiter une bonne route. Tout avait été dit entre le village et nous. Les deux hommes de l'escorte promise nous attendaient devant la maison commune, parlant à leur monture. Les 4 chevaux étaient recouverts d'épaisses étoffes de laine, et les cavaliers portaient le traditionnel manteau molletonné à longues manches des gens de la montagne. Hommes et bêtes échangeaient leur haleine dans l'immobilité de l'aurore. Lorsque nous nous étions mis en route, nous avions aperçu, près de la rivière, un homme qui brisait la surface de l'eau afin d'accomplir ses ablutions pour la prière de l'aube, puis le village avait disparu quand nous avions amorcé la route des gorges. Blanche paraissait tout à fait à l'aise sur sa selle, tandis que je montais plus maladroitement. Les 2 Afghans discutaient entre eux et nous regardaient parfois en échangeant des sourires de connivence. Ils empruntaient des routes traversières tracées par le passage des troupeaux, remontaient des sentiers qu'ils quittaient aussitôt, descendaient des ravins, mais en regardant le soleil, je savais que nous marchions vers le nord. L'avenir m'inquiétait. Non que je doute de retrouver les 2 dealers, mais j'avais le pressentiment que les choses allaient se compliquer lors de notre réapparition. J'étais surtout tourmenté par le fait que les trafiquants avaient été trahis, qu'ils avaient perdu leurs biens et qu'ils risquaient d'avoir des doutes sur mon honnêteté et sur celle de Blanche. N'étions-nous pas devenus les complices des agresseurs ? Comment parviendrais-je à expliquer notre disparition d'1 semaine dans ces montagnes où les Occidentaux ne s'aventurent jamais ? L'Anglais ne penserait-il pas qu'il y avait là une complicité antérieure, une préméditation ? Si Blanche ne paraissait pas se faire de soucis, moi je tournais et retournais sans cesse les mêmes problèmes dans ma tête. Je ne parvenais pas à trouver l'attitude qu'il faudrait adopter en face des dealers. Or, la seule chose qui importait, c'était de récupérer le passeport. C'était une entreprise que j'aurais pu accomplir seul, mais Blanche avait tenu à m'accompagner, et je n'avais pas eu le cœur de le lui refuser. Toute cette aventure pour un bout de papier recouvert de pauvres tampons, c'est bien dérisoire. Qu'est-ce qui m'empêche de rester là parmi ces gens que j'aime et qui semblent m'aimer, puisque c'est exactement ce que je suis venu chercher ? De l'amour. Blanche m'avait surpris par sa faculté d'adaptation. Durant notre séjour, je n'avais jamais eu le sentiment qu'elle faisait un effort pour plaire, ni pour se plier aux règles strictes de la tribu. Elle n'est pas descendue en Inde parce qu'elle ne cherche pas une philosophie. Elle aussi, elle cherche des êtres humains. Nous sommes parfaitement semblables. Parfois, nous ne sommes plus qu'un. Parfois, Blanche vit une autre réalité. Il y a quelque chose d'inexplicable dans cet attachement qu'elle a pour moi, dans cet amour fait d'attirance et de répulsion, dans cet amour ambigu. Avant notre départ, nous avions parlé longtemps dans la nuit, comme jamais auparavant. Blanche était prête à rester dans le village, prête à tout pour entamer une nouvelle vie. N'était-ce pas ce que je désirais le plus ? Un amour hors des contingences, hors des normes ? Bien sûr, c'est ce que je voulais. Mais je ne pouvais m'expliquer moi-même cette impossibilité à accepter le bonheur quand il se présentait. Cette histoire de passeport n'était finalement pas très sérieuse. Je venais d'échapper à la mort. Je me forgeais un alibi, afin de ne pas voir l'accomplissement de mon rêve,
et je me sentais coupable d'entraîner Blanche dans ma fuite. L'allure était douce et régulière. Blanche parlait souvent à son cheval, tandis que je ne disais rien, me contentant de suivre le train de mes compagnons. Les Afghans échangeaient des remarques en montrant du doigt de lointains villages ou des habitations solitaires qui surgissaient dans le matin. Nous chevauchions depuis 3 heures lorsqu'apparut un plateau désertique qui s'ouvrait sur la plaine. Au loin, c'était Mazar-e Sharif, avec ses maisons rectangulaires et ses avenues de terre tracées au carré. L'Afghan qui était en tête s'arrêta et désigna l'horizon. « Ah, Mazar !» Nous avons poursuivi notre chemin. Il restait moins d'1 heure de route. Le soleil n'était pas encore au zénith lorsque nous sommes parvenus dans les faubourgs de la ville. Nous avons fait halte dans une tchaïkana que nos 2 guides semblaient connaître. On nous a servi du pain et du thé, et Blanche a même eu droit à une cuillère de sucre au fond de son verre. « Je vais descendre seul en ville, dis-je. Si Humayun a tenu sa promesse, j'aurai vite fait de les retrouver, et je leur expliquerai ce qui s'est passé. »« Tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» demanda Blanche. « Il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart. Humayun m'a dit qu'il cherchait leur vendeur, car ils sont sûrs que c'est lui qui a monté le coup. » Blanche me regardait comme si ses préoccupations ne la concernaient pas. Elle était loin. Elle était encore dans les montagnes, dans les gestes simples, dans la vie immédiate. « Tu feras vite ?»« Oui, je serai bientôt de retour. Un des hommes va me conduire à l'hôtel où ils se cachent. Moi, ils essaient de passer inaperçus pour retrouver celui qui les a possédés, mais ils n'ont aucune chance. Cela fait maintenant 1 semaine qu'ils questionnent, qu'ils interrogent, sans succès. » J'ai posé ma main sur celle de Blanche et lui ai promis à nouveau d'être bientôt de retour. Puis je me suis levé en compagnie de l'un des guides et nous nous sommes mêlés à la foule. L'homme marche très vite, en se jouant des obstacles de la rue, et j'éprouve quelques difficultés à le suivre. L'arme que je porte toujours à la ceinture me blesse le ventre et me gêne dans ma progression. Pendant tout le voyage à cheval, je suis parvenu à cacher le colt dans un sac qui pendait à la selle, et Blanche ne s'est aperçue de rien. Cela vaut mieux. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'inquiète, pensais-je. Mais je n'étais pas rassuré moi-même. Les indicateurs de Humayun ont pu localiser sans difficulté l'hôtel où les dealers ont décidé de s'installer en attendant de mettre la main sur le vendeur. Ils ont battu la ville de long en large, en vain. L'homme qui leur a vendu la drogue a disparu depuis longtemps, et personne ne semble le connaître. Tout en remontant les rues bruyantes, j'imagine la colère froide de l'Anglais et la nervosité de l'autre. Alors, cela ne va pas être facile de discuter dans ces conditions, surtout si, comme je le suppose, les 2 hommes pensent que je suis mêlé, en quelque façon, à la disparition de leur cargaison. L'Afghan, devant moi, a ralenti le pas, et il désigne derrière un bâtiment d'aspect sinistre la Land Rover, échappée du piège de la rivière. La boue marque encore les roues et les ailes. L'homme me fait signe de l'attendre, et il s'avance vers l'entrée de l'hôtel. Je tourne autour de la voiture, mais les portières sont fermées à clé. Je finis par m'asseoir contre un mur, à un endroit d'où je peux surveiller les allées et venues. Mon guide est de retour et me fait comprendre que les 2 étrangers sont bien là, dans une chambre qui donne sur la cour intérieure, et qu'ils comptent s'en aller bientôt, car ils n'ont payé leur chambre que jusqu'à cette nuit. Conscient d'en avoir terminé avec sa mission, l'homme me sourit et pose la main sur son cœur pour me saluer.
Je réponds fraternellement à son geste, et l'Afghan me quitte. Il est convenu que nous nous retrouverons à la Tchaïkana, où Blanche est restée en compagnie de l'autre homme de l'escorte. Une fois seul, ma respiration s'accélère et mes gestes s'affolent. Je perçois un léger tremblement dans ma jambe droite. Je sors le revolver à la lumière et je le contemple. L'arme me fait peur, mais en même temps j'ai le pressentiment qu'elle m'est indispensable. D'avance, je condamne toute violence. Pourtant, au fond de moi, je brûle de me servir de cet outil meurtrier. Je vérifie le contenu du barillet et replace le colt dans ma ceinture avant de me diriger vers l'autel. C'est en montant les marches de l'escalier qui mène à l'étage que je sens à quel point la guerre est engagée. Le tremblement n'est pas passé. Il s'accentue, au contraire. Je prends garde à ne pas faire de bruit en posant les pieds sur les lattes de bois. L'homme de la réception n'a fait aucune difficulté pour me laisser passer, sans doute prévenu ou intimidé par le guide. Je dois me tenir à la rampe branlante afin de poursuivre mon ascension. Enfin, j'ai trouvé mes ennemis. Bien sûr, ils ne sont pas responsables de tout, mais personne n'est responsable de tout, pas même Dieu. Je perçois l'étrangeté de mes pensées au fur et à mesure qu'elles viennent, mais chaque pas franchi m'éloigne davantage de l'instant que je viens de vivre. Je sens la fuite du temps, la vanité des actes et des choses, tout cela en un éclair, en une douleur, en ma seule et unique peur. Comme pour me rassurer, je décide de ce que sera mon attitude, tout en sachant ce qu'il y a de vain dans cet exercice d'imagination. Je parlerai peu, je les laisserai s'expliquer. Tout ce qui importe, c'est de récupérer les papiers. Surtout, ne pas s'emballer, ne pas se laisser aller à la panique. L'Anglais va certainement essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais il ne faut rien dire. Il ne faut pas non plus se laisser aller à la violence. Surtout, pas de violence. Ils ne doivent pas s'attendre à me voir. C'est déjà un avantage. Je remonte maintenant le couloir qui mène au balcon. De là, j'aurai une bonne vue de la chambre que les dealers occupent dans la cour. Je m'engage dans la coursive intérieure qui va me permettre de faire le tour de la cour sans être vu et de redescendre près de la chambre. Je marche de plus en plus lentement, redoutant une éventuelle rencontre, une porte qui s'ouvrirait. Instinctivement, ma main est remontée vers ma ceinture et frôle la crosse du colt dont la gêne se fait insistante. J'essaie de me contrôler. Pas de violence, pas de drame. Les papiers, c'est la seule chose qui importe. Et rien d'autre. La main se plaque maintenant contre ma cuisse, puis épouse les formes du mur. J'avance encore vers l'autre escalier. Je tremble. Ma peur sue par tous les pores. Attentif au bruit et aux voix qui sortent des chambres, je descends l'escalier, toujours aussi prudemment, et m'approche de la pièce occupée par les dealers. La porte est couverte d'inscriptions en anglais qui parlent d'amour et de drogue, de philosophie et de sexe. Je me trouve face à une femme nue, aux couleurs violentes, qui est peinte sur le bois. La route de l'Inde est semée de chefs-d'œuvre de ce style, anonymes, oubliés, dérisoires. La femme me regarde de ses grands yeux verts émeraude, et je reste un instant en tête-à-tête avec cette image intemporelle qui semble vouloir me délivrer un message,
Puis, je frappe. 3 coups. Espacés. À la hauteur de la gorge. 3 coups délicats. Comme une caresse. En réponse, je perçois un brusque remue-ménage dans la chambre, puis un bruit de pas qui s'avance vers la porte. L'Espagnol apparaît.